Deuxième table ronde de la journée, prévenir les risques professionnels à l'aide de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie. Je laisse la parole à Mathilde. Merci Sylvain. Donc on reprend cet après-midi, après la table ronde de ce matin où il était plutôt question de la carrière individuelle. Là on va aborder la question de la formation et je vais inviter chacune des personnes avec moi au plateau à se présenter brièvement. Vas-y. Bonjour, moi je suis Élise Bellégou, je suis professeure de danse contemporaine et intervenante artistique pour la compagnie de Marc Lacour et pour le CDCN de Bordeaux. Bonjour, Célia Thomas, directrice du département de danse au pôle d'enseignement supérieur de la musique et de la danse à Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, moi je m'appelle Jean-Baptiste André, je suis artiste de cirque et enseignant aussi occasionnellement, intervenant plutôt à l'école de cirque de Châtellerault. Voilà, je suis basé à Châtellerault. Bonjour, je suis Fabrice, je suis responsable de formation au sein de l'ISTS à Avignon et Marseille, qui est un institut supérieur et technique du spectacle, plutôt pour les techniciens. Bonjour, je suis Carlos Viana, directeur général de l'École nationale du cirque de Châtellerault. Merci. On va démarrer avec Carlos et Célia pour que vous nous présentiez dans un premier temps, et Fabrice, pour que vous nous présentiez chacun les formations et les écoles dans lesquelles vous travaillez actuellement et que vous abordiez ainsi avec nous la question des risques au sein des formations. Alors, qui veut commencer par présenter son établissement, la formation qui l'encadre? Allez, Célia. Je crois qu'il ne faut pas qu'on les éteigne, parce que Kevin doit les gérer, je pense. Voilà. Donc le pôle d'enseignement supérieur de la musique et de la danse à Bordeaux, nous on est un centre habilité par le ministère de la Culture pour la formation du diplôme d'État de professeur de danse. Voilà. La spécificité du PESND à Bordeaux, c'est qu'on est mutualisé on a une licence danse à l'université Bordeaux-Montaigne et ce sont des parcours souvent où nos étudiants ont la possibilité d'avoir un double parcours. Donc moi je reviendrai après parce que tout à l'heure quand on a parlé de reconversion, pour moi ce grand mot de reconversion, etc. Je trouve en tout cas, et nous je le défends par notre établissement, et cette mutualisation avec l'université, avec cette licence danse, on travaille sur un master en danse pour l'instant. On n'y est pas encore, ce serait la suite, mais aujourd'hui, la plupart de nos étudiants qui rentrent en diplôme d'État de professeur de danse ont vraiment l'opportunité d'avoir ce double parcours. Aujourd'hui, vraiment, à ce jour, c'est 70%, 80% de nos étudiants qui sont dans ce double parcours. Ils rentrent en licence 1, ensuite la licence 2 correspond au diplôme d'État première année, la licence 3 au diplôme d'État deuxième année, l'année de la pédagogie. Je rentre vraiment dans le cœur du sujet avec le débat de ce matin, dans le sens où cette question de reconversion, parce que moi c'est vraiment un mot, l'ayant vécu, parce que je n'ai pas toujours été directrice, ça fait seulement 1 an et demi que j'ai la direction de ce département. J'ai une carrière de danseuse, j'ai été depuis 2003 intermittente du spectacle, j'ai travaillé pour des plus grosses compagnies, pour des plus petites compagnies, et je me reconnaissais un petit peu dans tous les témoignages de ce matin. Et pour moi ce terme reconversion, je ne sais pas. Aujourd'hui, on est tous pluridisciplinaires, quelles que soient nos esthétiques. Alors en danse, on est pluridisciplinaire puis on a eu des témoignages en ce sens ce matin, on est danseur, on est circassien, mais en même temps on monte, on démonte, on fait 6 heures de route, 8 heures de route, enfin voilà, on est tous confrontés aussi à un moment à tout ça, et on est pluridisciplinaire aussi au travers de tout ça. Donc moi, cette mutualisation d'un pôle d'enseignement supérieur de la musique et de la danse et de l'éducation supérieure,
l'enseignement supérieur, ça favorise aujourd'hui à ce que nos étudiants aient un double parcours. Ils sont dotés à la sortie d'un diplôme d'État, et Élise en parlera, de professeurs de danse. Et en même temps, aujourd'hui, la plupart de nos étudiants continuent vers des masters. Des masters sciences de l'éducation, des masters professeurs des écoles, des masters ingénierie des spectacles, des masters art du spectacle, etc. en genre. L'année dernière, on a sur tous nos étudiants, ils étaient 16 à avoir obtenu leur diplôme d'État, et sur les 16 diplômés, je pense que 14 sont partis en master. Voilà, ont poursuivi les études. Donc moi, je suis favorable en tout cas à cette continuité, de façon à ce que petit à petit, peut-être, on ne sera plus dans ce terme de reconversion, que ce soit pour les danseurs, pour les circassiens. Enfin, moi, je prêche pour ma paroisse, parce que nous, les danseurs, à un moment donné, les corps vieillissants, les corps fatigués, voilà, on n'est plus performant à être peut-être sur le plateau, mais on peut être tout à fait performant pour faire d'autres choses. Et si c'est vécu peut-être bien en amont, je pense que les choses sont beaucoup plus faciles. Donc voilà, si je peux... D'accord, merci, c'est bien. Est-ce que Fabrice ou Carlos voulaient poursuivre ? Je suis brésilien, donc mon expérience en formation a commencé à l'École nationale du cirque au Brésil, donc, où je travaillais pendant 16 ans avant d'arriver à Châtellerault. Sur Châtellerault, j'ai rencontré une structure vraiment intéressante, vraiment importante, et je pense que le directeur avant moi, on a apporté beaucoup de choses au niveau technique à l'école. L'école, elle a deux espaces, deux lieux pour l'entraînement, un chapiteau et aussi une grande salle d'entraînement. Et ce que je trouvais là, quand je suis arrivé, c'était une structure vraiment bien équipée au niveau de sécurité. Donc, ma réflexion était, depuis le début, d'essayer à penser comment on peut faire un investissement pour continuer, pour garder cette structure importante, quand on parle de risques directs, risques physiques pour les élèves. Par contre, à l'école a aussi une équipe qui a une expérience au milieu artistique, une expérience d'entraînement en école supérieure aussi, qui nous permet d'avoir une ambiance un peu, je peux dire, tranquille en ce niveau, parce que nous avons une équipe professionnelle bien préparée pour cette formation et aussi pour les démarches de sécurité. L'école a aussi un régisseur permanent. Il est tout le temps à l'école, il s'occupe des installations, des préparations pour les spectacles aussi, et aussi donne des instructions aux élèves. Au niveau de formation à l'école, nous avons environ 200 élèves permanents qui sont partagés entre une formation loisir qui prend la plus grosse part, une centaine d'élèves, une formation bac cirque sur 3 ans avec 3 groupes de 17 élèves, donc ça arrive à 54 élèves dans les bac cirque. Et depuis l'année dernière, nous avons 9 étudiants de la formation préparatoire. Donc ces élèves, ils ont un temps de permanence à l'école différent. Pour le loisir, c'est environ 2 heures par semaine pour chaque groupe, de 15 ou 20 élèves. Pour les bac cirque, ils restent à l'école pendant 2 heures, chaque groupe seconde, première et terminale. Les CPS, ils sont à l'école par 25 heures par semaine. Donc l'école a d'activités tout le temps, sans s'arrêter. Il y a toujours un membre de l'équipe qui est responsable aussi pour la sécurité. Autre chose qui est vraiment importante dans les formations sont la programmation des spectacles, parce que nous avons pour la formation bac cirque, la formation CPS, d'essayer de les mettre dans une situation presque professionnelle, la création du spectacle. Donc l'école, elle propose présentation même dans la grande salle d'entraînement, dans un espace qui est devant l'école, ça peut être une simulation de spectacle dans la rue, et aussi dans un chapiteau. Et chacun de ces endroits a des enjeux différents au niveau de sécurité.
au niveau de l'organisation de l'école, de travail de l'équipe. Donc, ce que nous essayons, c'est que l'élève de Bac Sup qui reste à l'école pendant 3 ans et l'élève de CPS pendant 2 ans, au moment de cette formation, qui c'est encore la formation initiale pour ces jeunes artistes, qu'ils ont une vision bien claire de quelles sont les possibilités d'un endroit en pleine sécurité. Donc, je sais que la réalité de métier peut être complètement différente. Ça va dépendre d'où l'artiste, à la suite, va vraiment appliquer ses connaissances. Mais je pense que c'est vraiment important que dans une ambiance scolaire, les équipements soient de plus proches de l'idéal. Merci. Fabrice ? Oui, vous voulez que je présente juste l'ISTS ou toute la partie formation et prévention des risques ? Allons-y pour tout. Comme vous voulez. Donc effectivement, l'ISTS, c'est une structure qui a été créée en 86, qui a une triple casquette, une casquette de centre de formation, avec plusieurs sites sur Avignon et un site sur Marseille. Il y a aussi mandaté par le ministère de la Culture, tout ce qui est centre de ressources. Donc on organise notamment les rencontres professionnelles à Avignon, le temps du Festival d'Avignon. Et on a aussi des actions culturelles mandatées par la ville d'Avignon et la région sur la ville d'Avignon. Donc on a un peu cette triple casquette et on essaye que la prévention traverse chacune des formations qu'on va faire au sein de l'ISTS. Donc pour résumer vite, on part de la formation initiale. On a 3 sections au CFA à Marseille, on a 3 sections d'apprentissage, jusqu'à la formation de direction technique. Donc on a une offre de, je sais pas, un peu plus de 40, presque 50 formations à l'heure actuelle. Donc on va pas les lister, surtout pas. On va rester un peu dans l'essence de la prévention des risques dans la formation, donc du point de vue surtout des techniciens, mais évidemment. Donc nous on part vraiment je vais partir de l'initial, parce qu'effectivement c'est là où il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. C'est que les jeunes, ils sont quand même c'est beaucoup plus difficile d'essayer d'enseigner la prévention des risques à des gens qui sont en métier depuis de nombreuses années qu'avec des jeunes. Donc on fait très attention au CFA d'inculquer les bonnes pratiques aux apprentis dès la première semaine, c'est-à-dire que ce soit la section lumière vidéo ou la section son vidéo ou la section chef machine réussir plateau, la première semaine sera consacrée à, grosso modo, pour faire vite, une espèce de prap, c'est-à-dire on va leur apprendre à décharger des camions, à porter des fly, à tout ce qui est gestion des châssis, des éléments de décor. La première semaine va être consacrée qu'à ça. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va leur apprendre les bons gestes, les bons réflexes dès la première semaine. On entend trop souvent parler de CFA dans le BTP où les gens ils attrapent les sacs de ciment n'importe comment et après effectivement au bout d'un certain âge ils ont plus de dos, ils peuvent plus travailler. Donc nous on est tous à l'ISTS des professionnels du spectacle vivant et on a tous vu des gens se blesser, on a rarement vu des gens partir à la retraite. On a d'ailleurs évoqué la pyramide des âges qui a été faite par la commission paritaire, effectivement, par rapport au spectacle vivant, où la pyramide des âges passé 40 ans s'effondre de façon tout à fait dramatique sur les artistes et les techniciens. Donc on essaye de lutter contre ces choses-là en inculquant dès le départ des bonnes pratiques. Ça peut paraître aberrant, mais les ports des EPI, on fait aussi très attention à ça. On essaye qu'ils prennent les bonnes habitudes dès le départ pour qu'après ils insufflent ces bonnes pratiques dans la réalité du terrain, qui bien souvent on peut le faire mais on a des mauvaises habitudes. On essaye aussi qu'ils aient une démarche proactive, c'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à observer l'espace dans lequel ils sont. Souvent on travaille en coactivité, donc cette coactivité là génère beaucoup de risques par rapport à d'autres structures, par rapport à l'industrie par exemple, et on va leur apprendre à travailler ensemble en coactivité, à faire attention, à observer déjà là où ils sont avant de débarquer sur un terrain n'importe comment, d'observer ce qui se passe et d'être attentif aussi à la sécurité, à la prévention des risques par rapport à les autres salariés présents ou les autres apprentis présents sur le plateau au moment d'un montage par exemple. Ça c'est de prêter attention aux autres, c'est très important. Pour nous ça fait partie de cette prévention des risques. Évidemment on fait aussi toutes les formations de base, c'est-à-dire les préventions des risques par rapport à l'électricité, les travails en hauteur, ce genre de choses, les cassettes nacelles, voilà, tout le B.A.B.A. Mais ça paraît une porte un peu ouverte, mais c'est pas toujours que les CFA le font et nous dès la première semaine on va mettre l'accent dessus et sur les 2 années on va faire l'accent dessus. On n'a pas envie qu'on retrouve des stagiaires, on a envie de les retrouver 10 ans, 20 ans plus tard, toujours en poste, ayant progressé, ainsi de suite.
Donc ça, c'est pour la partie vraiment formation initiale. Dans la formation continue tout au long de la vie, ça nous arrive régulièrement d'avoir en reconversion. On a aussi des formations d'initiation, mais vraiment voilà, pour les personnes qui sont en activité depuis de nombreuses années. Donc là, effectivement, on retrouve souvent des danseurs, on retrouve souvent des circassiens, effectivement, qui viennent faire des formations d'initiation technique du son, d'initiation technique de la lumière, moins en machinerie, parce qu'effectivement, ils ont déjà des corps un peu abîmés. Donc là, on va quand même, pareil, ces formations-là d'initiation, on va quand même toujours reprendre les bases, notamment, je prends l'exemple tout simple, on fait une formation de 3 semaines aux techniques du plateau, mais on va passer 2 jours, on a un décor qui est bien lourd, qui est bien compliqué, et on passe 2 jours dessus à effectivement revoir les gestes de base. Alors c'est moins facile sur des publics vraiment adultes, même si en CFA ils sont adultes la plupart du temps, c'est toujours plus compliqué, des gens qui ont eu des mauvaises habitudes, des mauvaises pratiques, d'arriver à les ramener vers quelque chose, de prendre le temps, de réfléchir, à attraper une charge, à s'échauffer. C'est très 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 rare de voir des gens s'échauffer sur un plateau. Moi, en tant qu'ancien directeur technique, je me suis un peu battu avec mes équipes pour qu'effectivement ils s'échauffent. Donc ça fait partie de ces formations-là à l'âge adulte, je mets des guillemets, où on va remettre l'accent dessus parce qu'on a quand même bien souvent des gens en reconversion aussi chez nous. Après, on a aussi tout ce qui est formation dite des cadres, donc tout ce qui est formation de régisseurs généraux et de direction technique. Il faut savoir qu'on a un quart du temps de la formation qui est consacré à la prévention des risques. Un quart du temps, c'est énorme sur une formation, hein. Ça représente énormément de temps. Et évidemment, on va traiter des risques physiques, mais de plus en plus. C'est là où on arrive à un problème de timing, c'est qu'avant on parlait des risques physiques il y a peut-être 10, 20 ans, et que maintenant il y a les risques psychosociaux qui rentrent dedans de plus en plus. Donc ça prend du temps. Il y a tout ce qui est les risques liés aux conduites addictives. Dans nos métiers, nous avons un gros souci de conduite addictive. Il n'y a qu'à voir les dernières études qui ont été faites pendant post-Covid, où on se rend compte que les consommations de substances psychoactives légales et illégales dans nos métiers sont juste x7, voire x9, voire 12 dans nos métiers, en consommation de cocaïne, en alcool, en stupéfiants, LSD et compagnie. Donc c'est une vraie catastrophe. Donc ça, c'est du temps qu'on rajoute en plus, malgré le fait qu'on ait de moins en moins d'argent et de temps pour faire de la formation. Évidemment, il y a tout ce qui est conduite, les VHSS, les violences, harcèlement sexuel et sexiste, où là, pareil, ça rentre aussi dans le domaine de la prévention. Mais il y a 10 ans en arrière, les VHSS, à part que ce soit un caméscope, on ne savait pas trop ce que c'était. Maintenant, ça rentre, il faut que ça rentre, et on le fait rentrer dans nos formations, et ça prend de plus en plus de temps. Alors c'est pas un reproche, c'est juste qu'on a de moins en moins même si on a le même temps de formation, même si on va dire qu'on a 140 heures de formation, ben avant on avait 140 heures de formation, on traitait grosso modo il y a maintenant que les risques physiques. Maintenant on va traiter les risques psychosociaux, on va régler tout ce qui est, on va essayer de traiter tout ce qui est conduite addictive, qui sont des sujets très compliqués, et on va aussi traiter tout ce qui va être les VHSS. Donc ça va rajouter du temps sur un temps qui n'est pas extensible. On va aussi mettre l'accent beaucoup sur les formations des cadres, sur le développement des compétences. Effectivement, on va essayer d'inclure au cadre le souci de travailler sur un développement de compétences pour plusieurs raisons, hein, le vieillissement de la population, effectivement, on en a évoqué ce matin, et aussi sur les difficultés de recrutement, où effectivement maintenant on se rend compte que de plus en plus, ça va faire partie du poste des cadres techniques pour pouvoir accompagner le développement de compétences de la part de ses salariés. On fait aussi des formations sur site et sur mesure, et de plus en plus on amène les cadres techniques à travailler cet aspect-là, parce que c'est un vrai souci dans nos structures. Donc ce travail de développement de compétences permet aussi de pallier d'une certaine manière, participe à la prévention des risques aussi. C'est effectivement par rapport au vieillissement, par rapport à plein de choses, on va faire attention à ces choses-là pour accompagner, ça fait partie aussi d'un levier managérial de lutte contre les risques. Je ne parle pas évidemment bien sûr de la licence d'entrepreneur du spectacle, hein, vous avez une formation dite, une formation elle n'est pas dite, hein, c'est une formation obligatoire de sécurité, où là effectivement on va passer 5 jours, ne parler que de prévention des risques, et 5 jours c'est déjà très court. Et on a échangé ce midi là, entre plusieurs personnes, et souvent on est très surpris du niveau des gens qui viennent en formation, et c'est pas pour rien que cette formation a été rendue obligatoire et permet de lutter contre les risques. On voit encore, quand on fait des sondages, on va dire que 80% des structures n'ont pas de document unique. Ou s'ils en ont un, ils l'ont fait il y a 10 ans, mais ils ne savent pas où ils sont. C'est véridique, on fait des petits sondages comme ça pour s'amuser, c'est assez catastrophique. Donc quand on parle de document unique et que déjà on ne sait pas ce que c'est, ou on sait qu'on en a un, mais on ne sait pas où il est et il n'est pas accessible, ça nous pose déjà beaucoup de questions, quoi. Voilà, pour faire un peu court.
Ok, merci Fabrice. Est-ce que Célia, tu veux compléter sur la prise en compte des risques dans la formation au PESMD, notamment le diplôme d'État et puis oui. Moi, je vais être un petit peu... Je vais rentrer dans le dur, en fait. C'est que on n'a pas... Enfin, on aimerait pouvoir faire plus. Dans le diplôme d'État, nous, dans la deuxième année de pédagogie, on a l'AFCMD. L'AFCMD, c'est l'analyse fonctionnelle du mouvement dansé. Donc, ça n'existait pas auparavant. De plus en plus, la FCMD se développe. Il y a au minima 80 heures d'enseignement proposées dans le diplôme d'État avec ce module. C'est déjà une entrée. C'est pas suffisant. Les moyens pour un diplôme d'État aujourd'hui, le diplôme d'État est en 2 ans. Je donne les chiffres préconisés par le ministère. C'est 100 heures pour la formation musicale, 50 heures pour l'anatomie-physiologie et 50 heures pour l'histoire de la danse pour la première année. Et puis, il y a un minima de 400 heures pour la pédagogie de la danse en diplôme d'État deuxième année. Au-delà, dans nos formations s'ajoutent, nous, les volontés de partenariat, de proposition de scène, parce que pour être un bon pédagogue, on doit aussi éprouver la scène en tant que danseur amateur, de pouvoir travailler. Nous, on a développé des partenariats avec divers CCN, le CCN de La Rochelle l'année dernière, Olivia Granville. Cette année, on travaille avec le CCN Malanda-Ballet-Biarritz. Quand on a des petits, moi vraiment j'ai parlé de moyens financiers, quand on a un petit peu de moyens financiers, on va évidemment donner plus d'heures pour la pédagogie, plus d'heures. Et bien sûr qu'on est alerté, et c'était une discussion que j'ai eue avec Patricia Houdin, avec le Dance Living Lab, j'ai eu Jean-Baptiste Colombier il n'y a pas très longtemps au téléphone, mais c'est difficile pour nous, sur les financements, de pouvoir se dire, cette année on va avoir tant de budget pour pouvoir faire intervenir le Dance Living Lab. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est pas, j'en ai parlé avec Sabine, c'est pas tant d'heures dans la formation. En fait, c'est peut-être une autre prise en compte dans une formation telle que nous, le diplôme d'État, parce qu'on forme des futurs professeurs de danse. Et j'ai entendu tout à l'heure Aurélie, oui, vous allez proposer des formations pour les professeurs de danse, mais qui sont déjà professeurs. Et je pense qu'il y a quelque chose sincèrement à travailler avec ces professeurs qui sont en devenir. Et comment, à l'intérieur même, parce que c'est certes une intervention de votre part, je vais un petit peu plus loin, et peut-être que ce sera un débat qu'on pourra avoir ensemble, mais moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est que le diplôme d'État aujourd'hui, et Pierre-Marie Quéré le sait bien, il se fait en 2 ans. Peut-être que sur une 3e année, on arriverait à avoir suffisamment aussi de temps et d'espace pour que on puisse insérer ça dans la formation, mais pas par c'est super, nous on est ravis, via la formation continue on fait intervenir Jean-Baptiste Colombier. Voilà, c'est déjà un premier petit pas, mais ce petit pas, c'est pas parce qu'il va venir je ne sais pas comment ça va se faire, un week-end, une semaine. Non, en fait, je pense que c'est vraiment une intervention peut-être de longue haleine qu'on pourrait avoir sur nos étudiants. Mais à ce jour, les moyens ne sont pas là. Et je le dis vraiment humblement, quand on a une petite enveloppe supplémentaire, de budget supplémentaire, elle part pour la formation du diplôme d'État, elle part vraiment dans les heures de pédagogie et on se dit wow, super, voilà, nos étudiants vont pouvoir avoir plus de classes d'application, etc., etc. Et malheureusement, c'est au détriment de tout ce travail dont je suis profondément convaincue. Et quand on a préparé cette table ronde, moi vraiment, je ne peux qu'ajouter à Catel tout à l'heure de l'eau à son moulin. Moi, j'ai une double hernie discale, je l'ai eue quand j'étais au CNSMD à Paris, et évidemment on me dit tu ne danseras plus. Et je suis passée par tout ce process. Et oui, j'ai pu danser, je suis rentrée au Ballet de Genève, etc. Bon voilà. Mais je suis passée par ça.
Je suis passée aussi par l'intermittence. J'étais intermittente après depuis 2003. Je me blesse, mais vraiment mon mollet en plein festival d'Avignon en 2015. Voilà, le muscle a éclaté. Et moi, je rejoins ce que dit Aurélie. On est des sportifs. Même si on ne veut pas l'entendre en tant que tel, on est des sportifs. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin du sport qui m'a juste fait comprendre en me disant mais comment veux-tu, Célia, donc en plein festival d'Avignon, ça se passe comme ça, on danse dans la rue, on parade, et alors moi j'ai eu la chance de danser et dans le in et dans le off, mais dans le off on parade, et dans le off on est dans des spectacles ou dans des lieux qui se transforment en salle de spectacle. Et nous, notre corps, il n'est pas prêt. Et c'était une question que je voulais poser à Aurélie. Si on observait, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai observé chez des danseurs et sur moi-même, quand on part en tournée, quand je partais en tournée, moi, je me blessais bien plus à ce moment-là parce que les sols changent, parce que nos habitudes changent, parce que notre corps est mis dans un autre... à rude épreuve, on le met à rude épreuve. On danse sur le bitume, on danse après dans une salle de spectacle et on redanse dans nos lieux. Le corps a ses mémoires et ces mémoires, au bout d'un moment, elles font stop. Voilà. Donc c'était juste pour revenir un petit peu sur ça et puis pour pouvoir aussi faire des liens, parce que là on dit formation supérieure pour le diplôme d'état de professeur de danse, mais on a aussi et on reçoit aussi des artistes chorégraphiques qui font cette démarche des 600 heures. Et puis nous on fait aussi la démarche d'aller par exemple au Malanda Ballet Biarritz pour mettre en place les 200 heures pour les danseurs. Mais cette question, en tout cas, même dans la formation des 200 heures pour les artistes chorégraphiques qui sont en poste, tels que dans un CCN, un opéra ou autre, voilà, moi j'ai quand même regardé les textes, toute cette question, voilà, et pas tant développée. Donc je veux être vraiment juste et pas dire oui, on fait, etc. Non, je pense qu'on ne le fait pas et pas si bien. Ok, merci. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste et Élise. Si vous voulez bien présenter un peu votre parcours, chacun, qui est très différent. Jean-Baptiste ou Élise, vas-y. Oui, mon parcours... En fait, tout à l'heure, je me suis présenté comme artiste de cirque et enseignant, mais je préfère dire que je suis circassien parce que je trouve que ça englobe plus de choses et ça se limite pas juste à ce que je fais en échange de l'argent dans le monde du cirque. Parce que voilà, je suis circassien, je suis public aussi, ça fait partie de ma vie de circassien, c'est intimement mêlé au fait que des fois je sois à une place où je dois donner des cours, ou des fois je suis à une place où je dois créer des spectacles. Donc voilà, mon parcours, c'est beaucoup de choses qui s'entremêlent, mais voilà, je me considère un circassien. Donc oui, quand même, je suis passé par l'école de Châtellerault il y a quelques années. J'ai fait l'ESAC, l'école supérieure des arts du cirque à Bruxelles ensuite, et là ça fait 7 ans que je suis sorti d'école de cirque et que voilà, j'essaye de continuer mon parcours dans le cirque. Donc voilà, je fais des spectacles, je donne des cours, je réfléchis, j'aime bien discuter aussi avec d'autres gens qui font d'autres parcours dans le monde du cirque et de la danse et du spectacle et de plein d'autres choses. Et par rapport du coup aux risques physiques ou autres dans le cadre de ton travail. Et par rapport à la question des risques, c'est quelque chose qui est omniprésent. On est tout le temps confronté à devoir prendre des risques et à devoir prendre des fois des décisions de est-ce que je prends le risque, est-ce que je prends pas le risque. Voilà, il y a plein de facteurs qui jouent, comme on disait tout à l'heure. C'est des fois on peut pas arrêter un spectacle même quand il y a une blessure ou voilà un accident qui arrive. On doit quand même continuer. Voilà, c'est le fameux show must go on.
qui se présente, pour moi s'est présenté assez souvent. Je me suis souvent retrouvé dans la condition de soit m'être blessé moi, soit avoir mon partenaire qui se blesse, et qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on réagit sur le moment, est-ce qu'on continue, on fait quand même le spectacle, on serre un petit peu les dents et puis ça va passer, ou est-ce qu'on prend la décision on prend pas le risque, on annule, et voilà, on a peut-être fait 600 km pour finalement dire qu'on va pas faire le spectacle. Voilà, c'est des décisions qui sont compliquées, c'est des choix qui sont pas faciles à faire, et je pense qu'il y a jamais une formule universelle pour dire dans ce cas-là oui, dans ce cas-là non. C'est toujours un petit peu sur le moment et au feeling. En tout cas, moi, dans mon parcours, ça a toujours été un peu comme ça, et je serais même pas capable de dire quand est-ce que j'ai pris des bonnes décisions, quand est-ce que j'ai pris des mauvaises décisions, quand est-ce que j'ai bien fait de me pousser, de serrer les dents, et quand est-ce que j'ai bien fait de décider d'annuler un spectacle, parce que ça, voilà, c'est arrivé aussi. Donc voilà, je pense que c'est une question auquel je pense pas pouvoir apporter une réponse, en fait. Quand est-ce qu'il faut prendre le risque, quand est-ce qu'il faut pas prendre le risque. Voilà, dans mon parcours, c'est un espèce de compromis continu, de dilemme continu, quoi. Voilà, ça c'est mon vécu de ça, quoi. Et quand on préparait la table ronde, tu as évoqué le fait aussi de parler du risque lié à la précarité, en fait, de l'exercice du métier. Enfin, c'est-à-dire justement ce que tu disais à l'instant, quand il y a un des artistes qui peut plus jouer, ça pose aussi des questions d'environnement, mais qu'on a évoqué ce matin, évidemment, financiers. Entre autres, quoi, pour les artistes. Voilà. Oui, je sais pas bien. Je sais pas bien comment rebondir là-dessus. Ça a été évoqué ce matin, ouais, si tu voulais. Ça a été évoqué ce matin. C'est vrai que bon, voilà, il y a des clauses dans les contrats d'annulation, tout ça, mais voilà, on n'est pas tout le temps. Des fois, on a la tête dans le guidon dans le spectacle, et on se préoccupe pas forcément de ça, et puis oui, la seule chose qui compte, c'est qu'on fasse le spectacle. On est là pour faire le spectacle, et puis voilà, on va pas repartir tant qu'on n'a pas fait le spectacle. Et du coup, tu enseignes à l'école de cirque de Châtellerault. Comment ça se transmet, cette question du risque, en tant qu'enseignant? Ça se transmet pas. Non, ça se transmet par un dialogue avec les élèves constant, déjà de savoir un petit peu être à l'écoute de soi, parce que je pense que il faut savoir un petit peu, être à l'écoute de soi, être à l'écoute de son corps et des conditions pour nous aider à prendre les décisions de est-ce qu'on tire un peu plus sur la corde, ou est-ce qu'au contraire on décide que c'est le moment de faire une pause. Enfin voilà, moi j'interviens dans les cours de technique de cirque en roue cirque, qui est ma discipline principale, et oui, c'est être à l'écoute de l'élève, et que l'élève apprenne à être à l'écoute de son corps, et de s'il peut si on peut lui en demander plus, s'il peut lui se pousser plus. En fait, notre boulot, c'est ça, c'est de repousser un petit peu nos limites, ou en tout cas d'aller chercher nos limites. Mais en même temps, on n'a jamais envie de la trouver, notre limite, quoi, parce que quand on la trouve, souvent c'est l'accident. Voilà, donc on est toujours à gérer ça, à essayer de se demander, est-ce que je peux pousser un petit peu plus loin, est-ce que la performance peut aller un petit peu plus loin, est-ce que l'entraînement peut aller un petit peu plus loin, et oui, je pense que ça passe surtout par l'écoute de soi, par l'écoute des autres, et par le dialogue, quoi. Parce que des fois, moi j'ai été aussi beaucoup un petit peu buté dans ma tête à vouloir toujours plus, à vouloir toujours faire plus, et je suis content d'avoir eu des profs ou des gens avec qui discuter pour me faire relativiser un petit peu là-dessus aussi, et puis des fois dire ok, non, des fois il faut ralentir. Mmh. Enfin voilà, je pense que ça passe par le dialogue et par l'écoute, quoi.
Est-ce que Carlos, tu veux compléter sur l'enseignement? Dans le programme pédagogique de formation bac, spécialité cirque, la sécurité, elle est présentée comme un contenu transversal. Donc, elle passe pour toutes les disciplines, mais il n'y a pas une discipline spécifique. Donc, le but, c'est bien entraîner notre équipe pour que les informations soient homogènes entre l'équipe et aussi avec les élèves. Nous avons ces projets pédagogiques qui ont été préparés pour les 4 ans de 2020-2024, qui en ce moment, nous devons démarrer les discussions pour la révision. Et l'année dernière, je travaillais sur le projet pédagogique de la formation CPS, donc nous avons reçu l'agrément de la DRAC l'année dernière. Et en cette formation, nous avons prévu par ailleurs de temps qui déjà existe des transversalités, des moments, des stages spécifiques en sécurité. Donc nous avons déjà fait un premier stage et moi je travaille beaucoup à la formation de l'équipe, formation des enseignants, c'est mon endroit de recherche même, la formation des professeurs, formation des enseignants. Et du coup, je proposais, et j'ai déjà démarré le processus de formation de l'équipe moi-même au niveau de VHSS et aussi de travail en auteur avec les enseignants, et nous avons d'autres stages prévus aussi pour faire avec l'équipe pour chaque fois développer la qualité de cette équipe qui sera toujours avec les élèves en ces situations, plusieurs situations qu'il y a dans une école de cirque, dès la formation même chaque jour, la création des numéros, création de spectacles, préparation pour les auditions des écoles. Donc il y a pas mal de moments qui sont vraiment importants, comme Jean-Baptiste a parlé, l'écoute, parce que souvent, dans une école, il y a quelques élèves qui cachent un peu leurs blessures pour continuer l'entraînement. Donc ça, c'est l'endroit de l'enseignant, de la direction de l'école de faire attention. Nous faisons toutes les semaines un point sur les conditions médicales de chaque élève de l'école, de toutes les formations, loisirs, bac et préparatoire, pour éviter que cette situation devienne plus grave pour l'élève qui peut-être a quelque chose qu'il n'avait pas montré pour ne pas s'arrêter de l'entraînement. Vous organisez une veille collective pour les élèves. D'accord. Élise, je te passe la parole pour te présenter, parler de ton parcours et peut-être aussi de l'activité que tu mènes aujourd'hui. D'accord. Alors, moi je viens du milieu amateur. Et c'est vraiment le pôle sup qui m'a formée. Donc, j'ai pas du tout de carrière de danseuse en compagnie. Alors, le diplôme d'État, parce que je suis là quand même pour ça, pour apporter mon témoignage en tant qu'ancienne étudiante, il a été très formateur pour moi parce que venant de ce milieu-là amateur où dans le sens la danse comme loisir, le mercredi après-midi, le vendredi soir, évidemment on a les galas de fin d'année, on a une éducation à la danse, et quand on vient se former pour être enseignant, c'est bien plus poussé que ça, évidemment. Donc pour moi, le DE a été d'abord une éducation pour moi à mon propre corps. Des choses toutes bêtes comme nous dire venez au moins une demi-heure en avance quand les cours commencent, même si on commence à 8h, 8h30 le matin, parce que c'est important que vous soyez vous-même éduqués à votre propre échauffement, à votre propre réveil du corps. Et ne prenez pas le cours technique comme étant l'échauffement seul et un cours pour se perfectionner. Enfin voilà, des choses toutes bêtes comme ça qui m'ont permis moi de m'éduquer moi-même, parce qu'ensuite moi j'ai la responsabilité après d'avoir des enfants dès l'âge de 4 ans jusqu'aux adultes. Donc je voulais vraiment préciser ça pour le DE. C'est d'abord une éducation du corps du danseur qui va être le futur professeur, voire formateur. Et puis ensuite, dans les apports théoriques du DE, donc on a parlé de la FCMD. La première année, on a l'anatomie physiologie, puisque le corps est en jeu dans la danse, qui est indispensable. Et ensuite, en deuxième année, on comprend pourquoi on passe par cet apport très théorique sur l'anatomie, la physiologie. Donc on passe par
système squelettique, système musculaire, les appareils locomoteurs, enfin le système cardiovasculaire aussi, c'est assez poussé, mais toujours au niveau pour un danseur, on part pas non plus en médecine. Et ensuite, ça, on va le comprendre en le mettant en mouvement dans les cours donc d'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, et comprendre pourquoi on va toujours mettre les bras en couronne quand on fait un grand battement, mais en fait, c'est pour étirer le grand dorsal qui va libérer ensuite la jambe. Enfin, et ça, on s'attend pas à ce que ce soit aussi important. Et en fait, c'est à partir de là qu'on va pouvoir prévenir les risques chez nos élèves danseurs après. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été baignée là-dedans. Ça m'a vraiment passionnée et je continue à essayer de me former à côté. Et il n'y a pas un cours où je passe pas mon temps à parler d'anatomie, de physiologie, d'AFCMD, à des fois même faire la moitié de mon cours. On va s'asseoir, on va prendre le temps. Je ramène des squelettes, je ramène une boîte à os, je ramène des vidéos. Et on va essayer quand même de comprendre le chemin. Et moi, j'ai été éduquée à ça, mais maintenant, c'est mon rôle d'éduquer mes élèves à ça. Parce que même s'ils sont dans un niveau loisir, parce que j'enseigne en école municipale, en association, c'est pas pour autant que je dois les laisser, ils viennent s'amuser et ils repartent. Je suis responsable d'eux, et le diplôme d'État forme vraiment à ça. Et une autre particularité donc, du PESMD de Bordeaux, c'est son partenariat pour nous permettre de faire une licence qui peut nous amener à continuer les études. C'est ce que j'ai fait. Dans la licence, nous avons des cours de BMC, de Body Mind Centering en licence 3. Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est somatique. On revoit les schèmes, on revoit le développement psychomoteur de l'enfant. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans la construction de nos cours après, qu'on travaille avec des adultes ou des enfants. Et on a aussi des cours théoriques sur la psychomotricité, développement psychomoteur de l'enfant, avec des intervenants d'autres universités de Bordeaux qui viennent. Donc il y a tout ce rapport au corps qui peut paraître très théorique sur le moment au DE, mais finalement on se rend compte que ça fait partie de notre quotidien. Donc je tenais à le préciser quand même, c'est quelque chose qui est assez positif, qui est très positif et indispensable dans cette formation. Et pour clôturer sur ma première intervention, on verra après, le fait de faire un double parcours, ça ouvre vers d'autres formations. Donc moi après j'ai fait le choix d'aller en master en sciences de l'éducation parce que je voulais vraiment m'engager dans la danse, mais voir un petit peu aussi la question de la pédagogie ailleurs que dans le champ chorégraphique. Et ça, sans ce double parcours, je sais qu'il aurait fallu que je reparte après mon DE à l'université, repartir d'une licence 1. Or, j'avais un parcours un peu sinueux avant de m'engager dans la danse. Et pour moi, c'était une chance de pouvoir faire ce double cursus qui est vraiment complémentaire pour le diplôme d'État. Et c'est ça qui m'a ouvert des portes, qui m'a permis de rentrer dans une compagnie en qualité d'intervenante artistique. Pas d'artiste, pas de scène, c'est juste comment moi, avec le chorégraphe, je vais construire des fiches pédagogiques pour les enseignants pour que eux se saisissent des éléments du spectacle et puissent avoir un minimum d'outils et de billes pour prendre en charge leur groupe, leurs élèves, pour mener des ateliers danse quand moi je n'interviens pas. Et c'est aussi ça qui m'a permis de créer, d'intégrer le CDCN dans leur équipe d'intervenants artistiques aussi. Donc sans ce double cursus que propose le DE, la question de l'évolution de carrière ou de reconversion pour prévenir des fameux risques physiques plus tard en vieillissant, on ne pourrait plus enseigner, ou des risques, je ne sais pas, psychosociaux parce qu'il y a la précarité du métier derrière. Ça, peut-être, on en parlera plus tard à l'intervention de 16 heures. C'est quand même cette formation-là qui permet d'ouvrir d'autres champs de possibles et de s'engager dans le domaine chorégraphique, dans le secteur artistique, autrement qu'en passant par la scène ou l'enseignement pur et dur. D'accord. Merci. En fait, Élise, par rapport à ce qu'on s'était dit aussi en préparant, je veux bien que vous précisiez là, ces interventions pour la compagnie, notamment Marc Lacour, donc, qui sont venus vous chercher. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors donc la compagnie de Marc Lacour, c'est un chorégraphe qui travaille, qui fait des spectacles jeunes publics,
qui est d'ailleurs un ancien étudiant en formation pour être professeur de PS. Et quand il y a eu le module danse, les formateurs lui ont dit, en fait, Marc, tu devrais peut-être partir dans la danse. Voilà comment il est arrivé dans la danse. Et finalement, on lui a dit, ce serait bien que tu crées une compagnie parce que tes spectacles, ils sont pas mal. Et finalement, il a créé sa compagnie. Donc, en fait, la particularité, c'est que dans cette compagnie, le chorégraphe, il est tout seul. C'est lui qui crée. Alors, il a une technicienne. Il a engagé du coup un autre danseur pour une reprise de rôle parce que ses spectacles étaient de plus en plus demandés. Et lui, ça lui tenait à cœur de faire les ateliers parce qu'il est pour la pédagogie, enfin, il prône ça, la diffusion des savoirs chorégraphiques. Et il s'est rendu compte que les intervenants artistiques ou les danseurs qui des fois faisaient la reprise de rôle n'avaient pas forcément tous les outils pour prendre en charge les élèves dans les écoles, pour mener les ateliers. Donc il a contacté le CDCN de Bordeaux, qui a contacté le pôle, et Célia a donné mon nom, d'autres noms d'étudiants, et c'est comme ça que j'ai été contactée. Et en fait, ce qui leur a plu, c'est justement le fait que j'ai ce double parcours, DE, licence, et le master en sciences de l'éducation. Et j'avais fait ma recherche pour le master sur justement l'éducation artistique et culturelle et sur la mise en œuvre des projets d'EAC quand il y a un côté la danse, le côté très artistique, la scène, les artistes, et le côté enseignement, éducation nationale, champ scolaire. Donc c'est comme ça que j'ai rejoint l'équipe. Et on travaille vraiment ensemble sur les questions de mise en situation pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants de 4 ans en petite section? Qu'est-ce qu'on peut faire avec des enfants qui ont 8 ans, qui sont en CE2? C'est pas du tout la même chose, c'est pas la même façon de créer un atelier, parce que le corps est mis en jeu et on peut pas demander à un enfant de 4 ans de faire la même chose qu'à un enfant de 8 ans, par exemple. Et du coup, le master... si je comprends bien, il vient pas en prévision d'une reconversion, comme on disait tout à l'heure, mais plutôt en complément du diplôme d'État. Oui, en tout cas, moi, ça a réellement été un choix d'aller directement dans l'enseignement de la danse. Je me suis jamais projetée danseuse, même si j'adore être sur scène, danser. Mais je pense que par mon parcours personnel, j'ai été quelqu'un de très scolaire. Les questions de pédagogie m'ont toujours intéressée, de transmission et surtout d'accompagnement, de comment passer une idée qu'on reçoit, un savoir, qu'est-ce qu'on met en jeu pour que ce savoir-là, on puisse le diffuser. Juste avant de faire la formation en danse, j'avais fait un service civique dans l'éducation nationale où j'avais travaillé pendant 8 mois avec des enseignantes, donc vraiment la question de la pédagogie m'intéressait et je me suis dit mais pourquoi pas dans la danse, et c'est à ce moment-là que je me suis intéressée pour le DE. Donc pour moi le master, vraiment, c'est ça qui m'a fait choisir la formation de Bordeaux, c'est de me dire je peux faire un DE, je peux faire une licence, et grâce à ça, si je veux continuer les études, par ce besoin d'apprendre et de savoir ce qui se passe autour de moi et ne pas avoir la sensation de me fermer dans un secteur unique, c'est cette formation qui va me permettre d'ouvrir tous ces champs-là, ce champ des possibles, et une potentielle évolution de carrière si dans l'enseignement, au bout d'un moment, mais j'en veux plus, quoi. Si je veux faire plus pour mes élèves, si je veux faire plus pour je sais pas, pourquoi pas des étudiants qui voudraient être professeurs de danse, est-ce que moi, plus tard, je pourrais être formatrice pour ces étudiants-là? Je l'ai plus vu comme une évolution de carrière, un plus, mais pas au cas où j'enseignerai plus, comme une ouverture. Vraiment, c'est plus comme ça que je l'ai vu et que je le vois. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe la parole au public? Non? C'est bon? Alors, si vous avez des questions pour les intervenants. Alors, Aurélie veut répondre. Il doit y avoir des micros pas loin. Non, attends, il faut... Il n'y a plus de micro.
Merci. Alors, je vais essayer de répondre vite et bien. Par rapport aux blessures en tournée, oui, les risques sont beaucoup plus importants parce qu'on a un risque physique, mécanique, avec une augmentation des charges, et on a un risque psychique et social aussi, puisqu'on est sur un changement d'endroit avec des enjeux psychologiques qui sont très importants. Par contre, on se rend compte qu'on n'adapte pas forcément notre alimentation, notre hygiène de vie à ça, et on ne se prépare pas non plus forcément à ça. D'accord ? C'est-à-dire que quand on sait qu'on va avoir des charges très très importantes à une période donnée, normalement on augmente petit à petit ces charges pour éviter qu'on se blesse parce que c'est trop brutal. Donc c'est toute cette éducation-là du danseur qui est intéressante, de voir en fait dans son calendrier, dans son agenda, quelles sont les zones où il y a un danger et comment on peut se préparer à ça. Et comment on peut avoir les informations juste pour l'alimentation, la notion de périodisation de l'alimentation sur l'année, c'est quelque chose de très simple à comprendre mais qui n'est jamais utilisé. Voilà, donc ça c'est juste pour la première réponse. La deuxième par rapport à la formation. Tout ce qui est fait est très bien fait, l'anatomie fonctionnelle du mouvement, etc. Mais je trouve que dans la formation d'un professeur de danse, il y a déjà, quand on va avoir des enfants, c'est d'apprendre à savoir quels sont les signaux qui doivent me faire dire « mince, il y a peut-être un souci avec cet enfant-là ». Il y a un risque de blessure, ou il a peut-être une scoliose qui est passée inaperçue, ou il n'arrive absolument pas à faire un mouvement, même un adulte, professionnel. Tiens, est-ce que je lui répète 10 fois, moi, en tant que professeur de danse, il faut que tu corriges ça, ce placement, tu n'y arrives pas, mais peut-être qu'il y a un blocage ostéo-articulaire. Peut-être qu'il faut le détecter et que tant qu'il n'aura pas été corrigé, il ne s'en sortira pas. Donc en fait, dans l'analyse du mouvement dansé, il y a aussi l'analyse le repérer des blocages et se dire peut-être que son défaut technique est lié à une défaillance physique. Et ça, c'est pas du tout abordé. Et c'est un sujet que je trouve qui est passionnant et qui doit réunir le danseur, le professeur de danse et le praticien médical. Et ça doit être formé. Je trouve. Et après, il y a tout ce qui est les dépistages, par exemple, dépistage des troubles du comportement alimentaire. On a des contraintes de poids qui sont très importantes. Et voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser à ça, casser les codes. C'est des exemples de formation. La formation du professeur de danse, elle doit prendre en compte pas que la prépa physique. C'est surtout apprendre à détecter qu'est-ce qui doit me poser souci moi en tant qu'enseignant et qui doit me dire il y a un risque pour la santé du praticien. Et plus il va être ça, plus il va transmettre un bon message et plus l'accès aux soins va être facile. C'est un système qui va être vertueux finalement. Non mais personnellement j'en suis persuadée. Après avant d'avoir ce poste au PSMD, moi j'interviens depuis 2010 en tant que formatrice et j'ai pu voir des interventions telles que des docteurs qui ont pu dispenser quelques heures, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des diététiciens, quand tu évoques tout à l'heure et que tu dis on est plusieurs, etc., moi je témoigne sincèrement que non, vous n'êtes pas plusieurs, parce que c'était ma conversation que j'ai eue avec Jean-Baptiste Colombier il n'y a pas si longtemps. Et non, ce dispositif que vous avez mis en place vraiment, et qui est quand même aujourd'hui spécifique pour danseurs, parce que c'est toute une démarche et une recherche que vous avez eue auprès d'une vingtaine de danseurs du Balandin depuis quelques années, et c'est une volonté aussi de votre part. Non, c'est pas vrai. Nous, on a des médecins du sport sur Bordeaux qui tiendront absolument pas tes propos. Alors, alors à Bordeaux déjà, il y a une praticienne qui est très bonne dans la danse, qui est à la clinique du sport. Mais je pense que c'est ça, il faut former le plus de professionnels de santé. Et après, je pense que les thèmes qui sont abordés ne se correspondent pas forcément aux attentes des danseurs. Souvent, les médecins, ils vont rester sur des gros thèmes bateaux. Mais par exemple, moi, je trouve que schéma corporel et conscience du mouvement dansé, c'est des thèmes qui sont hyper importants et on se rend compte que chacun va y mettre ce qu'il veut et que ça va, suivant le professionnel de santé ou le danseur, on va apporter des choses différentes. Laxité et centrage articulaire, avec les conséquences dégénératives que ça, c'est un thème qui n'est jamais abordé, mais qui a une idée. Et en fait, les professionnels de santé vont être capables de l'aborder s'ils connaissent le monde de la danse.
Et c'est toujours la même chose. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on fait, il y a plein de trucs. Tu vois, Fabrice, je trouvais hyper intéressant quand tu expliquais ta formation. Je dis mince, il faudrait qu'il invite aussi les étudiants en médecine. Et moi, ça m'intéresserait de me former à tout ce que tu as dit. Parce que, en fait, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on veut mettre en place pour être plus compétent. Et nous, c'est un groupe, il y en a plein d'autres, c'est en train de se faire petit à petit. Mais je crois que ça part vraiment d'une démarche personnelle de chacun ici dans cette salle pour se dire, ok, peut-être que cette fois-ci c'est 2 heures, mais peut-être que c'est 3, et peut-être qu'en fait plus on en apprend, et plus on est content d'apprendre. Et plus on a envie d'apprendre. Donc il y a la formation initiale, mais la formation continue, on va se dire, ouais, en fait, ça c'est vachement bien. J'ai ouvert une porte, il y en a 10 derrière, tiens, je vais aller les ouvrir, et ainsi de suite. Et c'est ça, en fait. C'est l'information et derrière la formation. Pour rebondir sur... Souvent, on a un peu cette problématique-là, c'est que quand on intervient, je vais revenir du point de vue technique, désolé, pas du point de vue artistique forcément, mais souvent quand on va faire des formations sur site et sur mesure, on a des directeurs techniques qui n'ont que l'enveloppe budgétaire pour faire les formations dites obligatoires de sécurité. L'électricité, travail en hauteur, les cassettes, les machins. Une fois qu'ils ont fait tout ça, ils n'ont plus d'argent derrière pour faire d'autres formations, pour développer les compétences de ces collaborateurs. Et c'est un vrai problème. Et c'est aussi, je rejoins Sylvia qui parlait du nerf de la guerre, à un moment donné, même sur la formation licence, comme on en parlait entre midi et 2, maintenant, si elle faisait 7 jours, cette formation, ça serait bien. Mais je sais que si demain je programme cette formation sur 7 jours, j'aurai personne qui viendra faire cette formation. Parce que tous les autres centres vont faire sur 5 jours. Donc on est contraint, on arrive à quelque chose qui est très prosaïque, qui est une question d'argent, et c'est un gros souci. Une remarque, une question. Tu disais, nous sommes des sportifs. Alors il faut toujours faire attention à ça. Déjà, vous êtes des artistes, c'est bien. Des artistes professionnels. Non, parce que la comparaison, alors donc moi je représente un syndicat d'employeurs dans le cirque, et du coup on utilise en fait cet argument, parce que être syndicaliste c'est parfois être de mauvaise foi, et on essaie d'utiliser cet argument. Mais la grande limite, c'est que pour les sportifs professionnels, dans la majorité des sports, l'apogée de ta carrière, c'est à 30 ans. Ici, à Boulazac, il y a une équipe de basket professionnelle. Les mecs sont formés à 30 ans, ils sont au summum. Sauf que pour les artistes, effectivement, nous, on dénie le terme de reconversion professionnelle, on parle d'évolution professionnelle. Comme dans le reste de la vie, on ne voit pas pourquoi nos artistes, ils seraient à mettre à la poubelle à 40 ans, à 50 ans, on ne sait pas. Puis en fait, il y en a qui font des vies entières d'artistes, et en plus, c'est pas les plus mauvais, quoi. Mais du coup, quand on est dans cette optique de la comparaison aux sportifs de haut niveau, on arrive rapidement déjà à une forme de jeunisme, et puis à une perception de nos interlocuteurs en face de, en gros, ils vont avoir une apogée de carrière, et puis ils nous disent justement, après 35 ans, après 40 ans, du coup, vous leur proposez quoi en fait comme carrière après? Non, on leur dit, en fait, après, ils vont être artistes, parce que c'est ce qu'ils savent faire. Comme tu le disais, peut-être ailleurs. Ils ne sont pas forcément sur le plateau, mais sur le plateau... Mathurin Bols, 48 ans, je crois. Vous allez voir les hauts plateaux. Il est accompagné d'artistes qui ont entre 26 et 30 ans. Regardez le spectacle, c'est un très, très joli spectacle. C'est pas pour... c'est pas négatif envers les autres artistes, mais il y a un artiste qui ressort. C'est Mathurin Bols. Parce que, là tu fais, ah ouais, ok, sur le trampoline, et papa à 48 ans, il envoie, quoi. Parce que c'est autre chose, en fait, la performance, etc. Moi, je vais dans un stade si je veux voir de la performance. Mais là, on est à un autre endroit. Donc la délicatesse sur le sport, et en plus, vous le disiez, il n'y a pas d'hygiène de sportif. Donc ça, c'est aussi une délicatesse, et on ne peut pas imposer ça. Déjà, rien que comment on les paye, on va avoir du mal à comparer à certains sportifs, mais il n'y a pas l'hygiène. Ils boivent de la bière, ils fument des trucs, etc. On est mal, quoi, si on se compare à des sportifs. Une question,
Mais c'est pas un reproche, quoi. C'est une vie, quoi. Voilà, ils vivent, c'est normal. Une question, parce que sur prévenir les risques professionnels à l'aide de la formation initiale et de la formation tout au long de la vie. En fait, dans les consommateurs, les utilisateurs de la formation tout au long de la vie, les artistes sont de faibles consommateurs de formation tout au long de la vie. Et de moins en moins, parce que dans l'évolution des dispositifs de formation professionnelle, progressivement, on a réduit en fait le champ des... Il y avait le champ des possibles. On a réduit le champ des possibles, c'est-à-dire les petites structures peuvent plus véritablement faire de formation, donc il y a assez peu de formation qui s'adresse à des artistes en termes artistiques, quoi. C'est-à-dire si je veux développer des compétences, et c'est pourtant indispensable parce que voilà, ça évolue, les techniques évoluent, et du coup, quelle réflexion vous avez, Châtellerault, puis les artistes et les profs en DE. Bon, le DE danse, ça fait rêver par rapport au cirque, hein, parce que bon, enfin, vous regarderez le DE cirque comme c'est autre chose. C'est de la VAE, il n'y a pas de formation déjà initiale. Donc vous parlez de trucs qui sont dans un autre univers, mais quelle réflexion il y a pour attirer les artistes, pour permettre cette question d'évolution de carrière et de faire face aux risques professionnels. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez des réflexions sur qu'est-ce qu'on peut leur proposer pour qu'ils utilisent mieux leur droit à la formation? Sur Châtellerault, après mon arrivée, je démarrais à travailler dans des projets de formation tout au long de la vie et nous avons reçu mai de 2022 notre certification Calliope et maintenant nous avons une formation qui est ouverte et j'essayais de laisser le plus souple possible. Donc c'est une formation sur mesure. Donc l'artiste, il y a un formulaire qui est sur notre site. Donc l'artiste présente sa demande. Et après ça, nous organisons ensemble cette formation, que ça peut être pour 40, 80, 120 heures de formation. Donc, c'est un modèle qui n'était pas encore testé. C'est la première fois qu'on essaye de faire avec ce modèle-là. Mais c'est complètement ouvert. C'est un peu récent. Peut-être les gens n'ont pas la connaissance, mais c'est complètement ouvert. Après, peut-être, je ne sais pas si je vais répondre à la question. Nous, actuellement, à Bordeaux, avec la formation continue, on se pose la question de délocaliser. Parce que ce n'est pas toujours simple, mais même là, pour des habitants de la Dordogne, Périgueux, Boulazac et autres, de se rendre disponible et de venir sur Bordeaux. Et c'est pas le fait de prendre la voiture, Bordeaux c'est à 1 heure, etc. Et vraiment, elle n'est pas là aujourd'hui, mais je la cite, Caroline Folana, on se pose toutes les deux la question, nous, de qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme formation de façon à venir vers. Et pas à ce que ce soit le contraire, que vous veniez vers nous. On s'est rendu compte aussi que les formations proposées au PESMD en formation continue ne sont pas assez diffusées. Moi, ces derniers temps, alors j'ai eu des retours. Ah, vous avez fait ça. Ah, vous allez faire ça. Puis, c'est trop tard. Souvent, le temps est trop, enfin voilà, est dépassé. Donc, on n'a pas toutes les réponses, mais je pense qu'on va tendre en tout cas à ce que les formations viennent vers, qu'on puisse, que ce soit même en termes de nombre, enfin là je vais un petit peu plus loin parce que parfois on se dit, alors on va reparler d'argent, mais on se dit, mais pour qu'une formation fonctionne, il faut qu'on ait tant d'inscrits, etc., etc. Je pense qu'on peut aussi mutualiser. Nous on est vraiment dans cette réflexion de mutualiser les formations, de façon à ce que peut-être, moi j'ai lancé cette piste auprès de Caroline et je lui ai dit souvent oui on fait des formations pour musiciens, on fait des formations pour chanteurs, on fait des formations pour danseurs. Qu'est-ce qu'on arriverait à trouver en commun justement? Alors ça aujourd'hui c'est un bel exemple parce que je pense que ça nous réunit tous. Et comment on pourrait mettre en place de façon à ce que tout le monde se sente concerné, mais
pas que par discipline. Et effectivement, voilà, moi je lui ai partagé ça parce que je trouve même au Pays Basque où il y a beaucoup de choses, parfois aussi il y a dans des lieux où les gens à Saint-Pé-sur-Nivelle, je cite des petits patelins où peut-être les gens auraient envie de pouvoir s'inscrire. Mais le fait, le travail et puis nos vies font que c'est pas si simple. Donc je pense que délocaliser ces formations, ça aiderait. Peut-être aussi créer des formations. Alors on n'a qu'une envie, c'est de retrouver du présentiel, mais je pense que de temps en temps aussi les réinventer avec la visio. Voilà. Pour mixer des formations de façon à ce qu'on ait plusieurs peut-être intervenants sur une même formation. Parce que souvent, on cloisonne et on se dit, voilà, tel intervenant pour telle formation, et je pense qu'on arriverait peut-être à... Moi, j'en parle souvent, le pluridisciplinaire, parce que je suis convaincue. On pourrait faire peut-être des outils peut-être un peu meilleurs. Donc je ne sais pas si je réponds, mais voilà. Très rapidement. Pardon. Super rapidement. Mais alors moi, je suis totalement défenseur de ça. Puis du coup, pour le mix, parce que en fait, les techniciens, ils ont besoin d'apprendre, d'échanger sur l'artistique. Parce que faire de la lumière, enfin, allez, je vais être méchant. Dans la musique, il y a des mecs qui font de la lumière. En fait, ils allument des gamelles. Mais après, dans le spectacle vivant où tu transmets de l'émotion, la lumière, c'est un acte artistique. Il ne s'agit pas d'allumer un parterre de LED pour faire BAM. Non. Et dans les enjeux qui s'imposent à nous, dans 10 ans, faire de la lumière, c'est réduire une fiche technique et c'est penser la gamelle juste. Parce qu'il va falloir réduire les fiches techniques, réduire l'intensité, parce que tout ça, ça se déplace, ça consomme de l'énergie, et du coup, il va falloir réfléchir le geste artistique de la lumière. Puis c'est ça qui est intéressant, plus que de discuter de l'intérêt de ce par-là, etc. C'est le geste artistique. Et puis pour les artistes, discuter du matériel qui est à la disposition du créateur lumière, c'est intéressant aussi, de l'évolution du matériel son. Savoir lire un budget pour pouvoir dialoguer avec leur administrateur, c'est intéressant. Et aujourd'hui, quel DT peut se passer vous le dites souvent, l'argent est le nerf de la guerre, mais peut se passer combien de temps il va passer sur Excel, ça va être un temps considérable. Donc ce dialogue à l'intérieur des métiers du spectacle, du plateau, à la fois ça permet des transitions, si on parle de parcours professionnel, parce que quand tu es artiste, tu vas pouvoir basculer ailleurs. Et puis moi je connais des techniciens qui sont passés administrateurs ou administratrices, parce que dans leur parcours, effectivement, ils touchent de plus en plus. Et pour moi, ça, c'est à proposer, parce qu'il y a de nombreuses voies possibles, et quand on séquence comme ça, c'est rarement... Enfin, ça pourrait être très profitable. Effectivement, nous, on essaye, alors je dis bien, on essaye de mixer nos publics. Pour ça, je parlais de formation technique, effectivement, mais on essaye de mixer avec des artistes, avec des gens de production, mais c'est compliqué, parce que les barrières sont encore bien nettes dans nos métiers. Et c'est un gros souci. Effectivement, si on parle de prévention des risques, les formations de prévention des risques ne marchent jamais aussi bien que quand on a un administrateur, un directeur technique, un directeur de structure, un artiste dans la formation de prévention des risques. Mais on lutte, mais par exemple, on a une formation de management et on a du mal à la réaliser parce que c'est une formation qui est ouverte vers tout le monde. Et les techniciens se disent peut-être non, c'est pas pour nous. Les cadres de la production se disent c'est peut-être pas pour nous. C'est toujours compliqué. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord. À chaque fois qu'on a fait des formations avec une mixité, la formation est beaucoup plus pertinente parce que la formation, on le sait très bien, ce n'est pas que descendant, c'est aussi transversal et le temps d'échange entre les stagiaires est ultra important. C'est pour ça que le e-learning est intéressant dans certaines mesures, mais nous on est un peu les derniers des Mohicans à dire c'est intéressant mais à strict minima, parce que cet échange entre, la preuve, là on n'est pas en visio, on est tous ensemble et à midi on a mangé, on a échangé, et ces temps informels sont ultra importants dans nos temps de formation, quoi. On a beau monter des formations, on a 35 heures de formation sur une semaine, mais on sait que derrière il va y avoir peut-être 20 ou 30 heures d'échange au repas, après à la machine à café, qui va être tout aussi important que ce que nous on a amené en tant que formateur ou en tant que centre de formation, quoi.
Et il y a quelqu'un qui a été témoin, qui a fait une formation chez nous. On l'a faite ensemble d'ailleurs. Effectivement, c'est ultra important ce temps-là d'échange entre les personnes. Je me permets juste peut-être, j'avais juste moi besoin de revenir sur un petit point, c'était les risques en fait professionnels et comment les prévenir. C'est-à-dire que évidemment il y a des formations, mais moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir toucher les futurs artistes, donc les élèves qui vont devenir ensuite artistes professionnels et qui vont être confrontés à un milieu professionnel évidemment, en tant que soit interprète, soit porteur de projet et donc directrice de compagnie. Et je pense que ça pourrait être intéressant que, par exemple, je pense à Châtellerault, à l'école de cirque, de commencer finalement dès le début du cursus, de leur proposer des formations en lien avec la sécurité. C'est-à-dire qu'ensuite, par exemple, un exemple qui me concerne, je dirige une compagnie avec un chapiteau, j'ai des interprètes qui viennent travailler, je leur demande de mettre des chaussures de sécurité, etc. Les EPI, les fameux. Donc moi j'ai fait la formation, j'ai fait la licence, tout ça. Très bien, et j'en ai fait plein d'autres des formations parce que moi j'ai cette casquette, mais finalement je trouve ça intéressant que nos interprètes et artistes puissent aussi avoir une sensibilisation à tout ça pour nous éviter aussi d'arriver avec nos gros sabots en disant oui, mets tes chaussures de sécu et fais pas le montage en tongs. Et c'est pas toujours bien perçu, alors que finalement c'est aussi pour protéger les corps, pour protéger et pour éviter ces fameux risques qu'on prend ensuite en piste, etc. Déjà qu'on en prend déjà assez. Voilà, c'était juste pour peut-être trouver des solutions aussi pour toucher les élèves le plus tôt possible et pas forcément attendre qu'ils soient dans des écoles supérieures, parce que je pense qu'il y a déjà des sensibilisations dans les écoles sup. Moi j'ai fait un long parcours d'école aussi, j'ai fini en école supérieure et peut-être que si ça m'a manqué ça, des formations un peu plus ciblées sur la sécurité, également des cours d'anatomie, également moi j'ai pas eu ça, et tout ça ça aurait pu certainement éviter beaucoup de blessures pour beaucoup d'artistes. En tout cas ça, nous dans le cirque c'est ça, moi j'entends en danse vous êtes drôlement en avance par rapport à nous, et c'est sûr que nous on a encore beaucoup de travail, mais voilà, c'est intéressant d'échanger là-dessus. Après moi je suis sortie des écoles il y a un petit moment, donc peut-être que ça a encore évolué, et je pense, après ce que j'entends, que maintenant dans les écoles ça avance de ce côté-là, mais il faut vraiment mettre le paquet parce que notre corps c'est notre outil et c'est essentiel, je crois, dès le début. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et moi, quand j'ai écrit le projet de CPS, j'ai mis cet objectif aussi. Donc, nous avons déjà fait un stage avec le CPS. La première semaine de formation qu'ils sont arrivés à l'école, c'était un stage de sécurité. Et avec le bac de cirque, c'est un peu plus difficile par rapport au temps que tu connais bien comment ça se passe là. Mais je suis complètement d'accord. Mon travail au Brésil, on avait une cellule de sécurité, de formation de sécurité tout le temps à l'école, mais nous avons du temps pour le faire, bien faire, et c'était un peu le niveau pré-professionnel aussi. Donc, mais je suis complètement d'accord que c'est bien que nous faisons ce travail collectif qui est riche, intéressant. C'est important aussi d'avoir des moments de stage plus spécifiques sur les sujets de sécurité en tous les niveaux. Bonjour, alors moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Célia tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord que, en fait, oui, pardon, je suis Anne, je suis chargée de diffusion pour le jeune duo qui est là, duo Juste à deux, qui est sorti de l'école dernièrement et qui démarre. Et donc je voulais dire que, en fait, oui, je suis d'accord que effectivement, accéder à une formation continue, c'est compliqué parce que quand on est intermittent et qu'on court après les 507 heures, j'ai pas le temps. Et puis, s'ils sont blessés, oui, mais j'ai pas mes 43 cachets, donc je vais le faire quand même. Donc je pense que tant qu'il y aura de la précarité, tant qu'ils ne peuvent pas assurer derrière leur emploi, avoir quelque chose de stable, la sécurité ça passera derrière forcément parce que on court après les cachets. Donc oui, c'est bien de proposer des formations, mais il faut effectivement penser que derrière il faut bosser et que les cachets c'est pas facile à avoir, quoi. Voilà, c'était... Ouais.
C'est clair qu'il y a une vraie difficulté. Et par rapport aux artistes de cirque, on a créé une formation spécialement, entre guillemets, à destination des artistes de cirque. On s'est rendu compte qu'il y avait un gros souci après notamment le Covid. Il y a eu beaucoup d'artistes de cirque qui travaillent dans des très grosses compagnies à l'international, qui sont des anciens athlètes de haut niveau et qui se retrouvent à créer leur propre compagnie de cirque. Mais sauf que quand ils sont, alors je vais citer le cirque avec un truc jaune qui brille dans le ciel, ils ont des techniciens qui bordent tout l'aspect technique. Et ces gens-là, une fois qu'ils ont quitté ces structures-là, se retrouvent à créer leur compagnie et ils ont aucune, alors là je rejoins, et là pour le coup ils ont aucune formation en sécurité. Nous récemment, on est intervenu en catastrophe pour éviter un accident grave parce que sur une balançoire russe, ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire. Alors que là, on parle de plusieurs tonnes de pression sur une balançoire russe, vous voyez ce que c'est tous, hein, donc c'est extrêmement dangereux. Et on a créé une formation, mais le problème c'est qu'on a du mal, à trouver le temps effectivement pour qu'ils viennent 3 semaines en formation, 2, qu'ils soient financés parce que c'est des artistes qui ont travaillé à l'international, donc ils ne dépendent pas de l'AFDAS, donc nous on monte des formations et on se retrouve à pas pouvoir les faire parce que derrière les publics n'ont pas le temps ou pas les moyens de venir la suivre, donc c'est le serpent qui se mord la queue. Mais à l'heure actuelle, nous on s'est rendu compte qu'il y a un gros souci d'artistes de cirque qui arrivent sur le métier et qui n'ont aucune formation et qui du coup se mettent vraiment en danger. On est intervenu, mais quasiment à 30 secondes près, on avait quelqu'un qui avait un accident grave. Et on s'est dit, c'est pas possible, quoi. Et pourtant, c'est des gens qui sont des artistes de cirque, mais qui ont 0 formation parce qu'ils ont travaillé à l'étranger. Merci. Je vais revenir sur 2 choses. Quand on parle de risque, on parle aussi de responsabilité. Alors c'est la sienne et c'est celle des gens avec qui on travaille, qui ont les leurs à leur endroit ou les leurs vis-à-vis de nous ou qu'on a vis-à-vis d'eux. Et là j'ouvre, alors c'est ma fonction qui m'amène à ça aussi encore une fois, mais dans la formation des artistes, des techniciens, des gens à la production, à l'administration, tout ça, tout ce qu'encore une fois, ce qui est de l'ordre du social, de comment fonctionne le travail, qu'il y a un code du travail, qu'il y a des règles qui existent. On sort d'école artistique en ne sachant quasiment rien de tout cela. Je suis sortie d'un master en ne sachant rien de tout ça. Voilà. On va tous travailler, en fait, on est tous interdépendants. On fait quoi à ce sujet ? Ça parle exactement de ça. Les artistes ne savent pas ce que c'est que l'intermittence, ne savent pas ce que c'est que la sécu. Moi, de par ma fonction, je suis un peu plus formée à ça parce que j'ai appris ça par mon travail et j'apprends ça à mes collègues. Je suis très heureuse de le faire. Mais ils sont 18 en fait chez Basinga. Donc, est-ce qu'on partage aussi ces endroits de formation-là dans ces écoles pour les techniciens, pour les artistes ? Alors il y a bien sûr la formation continue qui compte, on peut aller apprendre ça, mais quand on ne l'a pas appris du tout à l'école et que ça a l'air d'être pas du tout lié à notre métier, quand on est équilibriste, qu'est-ce que je vais aller faire 5 jours de formation sur la paye de l'intermittent ou la sécurité sociale ? Oui, mais c'est être responsable de son métier aussi, pouvoir le gérer, pouvoir gérer son environnement, parce que l'assistanat des artistes aussi, on peut en parler, mais à un moment, c'est des travailleurs. Nous aussi, on travaille tous et on est responsable de nous-mêmes. Et aidons-nous en compagnie, on est des petites structures, aidons-nous aussi à ces endroits-là et formons-nous aussi sur ces questions-là. Et deuxième chose sur la reconversion, j'entends que ça crispe et je comprends très bien pourquoi. C'est pas ça que je voulais dire, mais on n'est pas en train de l'idée n'est pas de dire à des artistes, bon, il y a un moment à 40 balais, ce sera fini pour toi, donc pense-y maintenant. On va pas dire ça quand on rentre au CNAC, ça c'est sûr. Mais en l'occurrence, il y a plein d'élèves qui sortent d'écoles supérieures dont on ne voit plus les visages dans les distributions 10 ans après. Honnêtement, reconnaissons-le, il y en a beaucoup. Donc ils ont dû passer à autre chose. Ils ont dû trouver les ressources pour le faire d'une manière ou d'une autre, avec des accompagnements audience certainement qui existent, et j'espère qu'ils les ont trouvés, mais certainement pas tous. Donc quelque part aussi l'aborder en formation pour dire, peut-être qu'à un moment tu auras envie de changer d'idée, ou en fait ça t'ira pas, et il y a des pistes déjà, et qu'ils aient déjà fortement dans l'idée que ça existe, qu'il y a des solutions pour eux. C'est pas leur dire, c'est l'objectif, c'est leur dire qu'il y a des possibles. Et effectivement... aussi, quand on sort d'école artistique, on n'est pas tous auteurs et porteurs de projets, donc avec un appareil pour travailler, une compagnie, que sais-je, on est parfois interprète et c'est un très beau métier. Et interprète, peut-être qu'à un moment, effectivement, à 45 ans, on n'a plus envie, on est fatigué, on est épuisé. Et on n'a pas de compagnie pour travailler autrement, ni être metteur en scène, ni être enseignant, parce qu'on peut ne pas avoir envie de faire ça. Et dans ces cas-là aussi, avoir été outillé avant, ça me semble extrêmement important. Encore une fois, pas comme un objectif de reconversion, bien sûr que non. Vous êtes artiste d'abord et heureusement, et restez-le le plus longtemps possible, mais comme impossible encore une fois. Voilà.
J'aimerais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Nous, en licence, en dernière année de licence, alors effectivement, ceux qui font que le DE ne seront pas au courant. On a un cours, je ne me souviens plus l'intitulé, où on nous parle justement, parce que c'est mutualisé avec la licence théâtre et la licence musique et la licence chant et cinéma, pour tout ce qui va être les questions, c'est quoi l'intermittence, est-ce qu'il n'y a que l'intermittence qui existe, mais encore une fois, ça doit être 8 heures de cours magistraux, mais on a au moins entendu des mots, on sait qu'il y a les fameuses 507 heures, on sait que ça se passe comme ça à peu près. Et un autre rebond, cet été j'ai fait une formation dans le cadre du CNFPT parce que je suis agent territorial dans une des écoles où je travaille, et je discutais avec mes collègues parce que je me suis rendu compte que pour le coup, la territoriale, je n'y connaissais rien. Et je parlais à une des formatrices, donc c'est le Pont Supérieur à Nantes qui forme au DE, et je crois qu'ils ont un diplôme danseur aussi. Et je parlais avec une des formatrices et je disais c'est dommage qu'en fait au DE licence on ne parle pas de tout ça. Et la réponse de la formatrice c'était ça n'arrive pas au bon moment de votre formation parce que quand vous êtes en train d'être formé, votre projection, vos projets, là où vous en êtes à l'instant T, vous n'avez pas encore ces préoccupations-là parce que vous n'êtes pas encore dans le monde professionnel. Et elle dit, là tu me poses la question aujourd'hui parce que tu te rends compte que dans le milieu dans lequel tu es en ce moment, tu as besoin de situations, mais avant tu n'avais pas ces arrière-plans pour te poser les fameuses questions. Mais c'est vrai que du coup avec l'expérience, quand je parle ou quand je reçois les étudiants, parce que je suis tutrice aussi, je reçois des étudiants en stage, je leur dis essayez quand même de vous renseigner là-dessus, comment vous projetez en asso, en école, en tout cas dans le cas du DE. Est-ce que vous passez le DE, finalement vous voulez pas enseigner tout de suite, est-ce que vous voulez être danseur, partir ailleurs? Mais c'est vrai que ce serait hyper intéressant et essentiel en fait, c'est même pas que c'est intéressant, ce serait presque nécessaire de savoir dans quoi on va mettre les pieds. Mais il y a des réponses comme quoi ça n'arrive pas à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on est dans autre chose, et il faudrait que ça arrive après. Mais du coup, quelle formation, quoi? Où est-ce qu'on va après? Pour ajouter un peu, sur Châtellerault, un petit morceau de sensibilisation par rapport à ce sujet est dans notre discipline d'art-culture. C'est comme elle dit, c'est pas grand-chose au niveau des heures de formation, mais c'est déjà une sensibilisation. Et je suis aussi d'accord avec la question du moment de formation. Moi, au Brésil, j'étais prof de société et culture, que c'était la discipline à l'école pour donner ces informations aux élèves. Et à mon avis, j'étais les professeurs qui étaient les plus fatigants de l'école pour parler de ce sujet à ce moment-là. On va prendre une dernière question. Ah, il y en a deux. Bon, Patricia, Aurélie, puis c'est fini. Oui. Moi, je veux peut-être faire 2-3 remarques. D'abord, dire au jeune homme qui est là-bas tout au fond du SCC, là, que effectivement les formations DE danse et DE cirque, elles sont peut-être pas au même niveau, mais il y a une telle antériorité sur la danse et il y a surtout une obligation d'avoir le DE pour enseigner la danse depuis 1989. Ceci explique peut-être cela. Mais par contre, effectivement, il y a une modélisation sur les DE danse qui pourrait être prise sur un DE hip-hop, sur un DE cirque, etc. Voilà, j'en dirai pas plus parce que je représente la région, pas le ministère de la Culture. Donc c'est pas voilà. Mais c'est aussi la connaissance que j'ai du secteur. La deuxième chose, je partage complètement le regard d'Élise. Pour moi, la prévention, elle se travaille tout petit avec des jeunes qui sont très petits, que ça soit sur le cirque, sur la danse. Moi, j'ai une antériorité de musicienne. J'ai été un temps musicienne professionnelle, contrebassiste. Je fais 1m58, j'ai des tout petits doigts, donc j'ai ramé, y compris jusqu'au CNSM de Paris. J'ai fait des efforts toute ma vie. Je me suis bousillé les doigts. On m'a jamais rien dit là-dessus. Alors, je sais que maintenant, moi, je suis une vieille dame maintenant, mais je sais que maintenant, ça arrive. Mais pour moi, c'est dès le début des études, dès le début de la pratique loisir, qu'il faut prendre ça en compte. La troisième chose, et là pour le coup, la troisième chose rejoint la deuxième chose, parce que nous, la région, on est quand même la collectivité avec une compétence obligatoire sur la formation professionnelle, et on pourrait très bien, par le biais d'un marché public, parce que ça marche que comme ça, sinon on intervient uniquement sur la formation des demandeurs d'emploi. Donc ça veut dire qu'il faut passer par un marché public, ça c'est l'administratif, mais on pourrait très bien imaginer de former des enseignants de danse, de cirque, à la prévention des risques
on l'a déjà fait sur les risques auditifs pour les musiciens ou pour les directeurs de salle. On pourrait très bien le faire là-dessus. Donc je pense que pensez à venir nous voir si vous avez des idées. Alors on ne montera pas la formation pour vous. Ça c'est sûr, il faut monter un contenu de formation, il faut monter, enfin voilà, donc il y a des choses, mais ça se fait. En plus, on est en train de travailler sur un contrat régional de filière culture. L'agence A est très au courant de ça, et donc c'est un outil région qui travaille sur tout le champ de la culture, de l'orientation, la formation initiale, la formation professionnelle et la professionnalisation, avec tout ce qui est métier en tension, métier en mutation. Donc on est en plein dans cette actualité-là, donc c'est important de le voir. Et la dernière petite chose, alors c'est peut-être une remarque personnelle à Élise, moi je vous encouragerais à danser, parce que je pense que faire de l'entraînement régulier du danseur, que vous faites certainement, mais je pense que pour moi une vie d'enseignant, c'est aussi une vie d'artiste, parce que vous êtes artiste enseignante. Enfin moi je défends l'artiste enseignant, donc c'est pour ça que c'est un petit message personnel, mais je vous encouragerai à le faire. Et alors juste, moi je voulais juste vous rassurer tous sur les formations de professionnels dans la vie active. Nous, les études de médecine, c'est 9 à 14 ans, et on a 0 heure sur qu'est-ce qu'il arrive quand on arrive en libéral. Donc rien, mais vraiment rien. Donc vous êtes vachement en avance par rapport à nous. Nous, on ne savait pas qu'il fallait s'inscrire à un organisme de gestion, qu'il y avait l'URSSAF qui arrivait 2 ans après. On s'est pris des claques au fur et à mesure. Donc voilà, vous êtes déjà vachement en avance, donc faut relativiser. Quand on est intermittent en formation de moins de 40 heures, on peut continuer à toucher ces allocations. On n'a pas l'obligation de déclarer. Au-delà de 40 heures, on peut, en accord avec son pôle emploi, les déclarer. Tu fais 2 semaines de formation, tu peux avoir l'équivalent de 10 cachets, 5 cachets semaine 1, 5 cachets semaine 2, simplement ils vont être au 0. Mais ils sont, ça te fait avancer malgré tout dans ton intermittence. Donc cette question des droits, et sans compter la question de certaines formations qui sont rémunérées, et là ça entre dans les heures, et parfois ça peut être plus sauver des intermittences, etc. Donc ça, il y a quand même des dispositifs qui permettent à des intermittents, y compris très proches des 507 heures, d'utiliser les droits à la formation et de se faire reconnaître. Enfin, chez nous, on a des étudiants qui sont financés par l'AFDAS sur la hauteur quasiment de toute leur formation, vraiment. Alors, il y a l'AFDAS, nous on a des étudiants aussi par le Pôle emploi, parce qu'il faut se rendre compte que pour un étudiant, la formation sur 1 an, c'est 6 000 €. S'il devait la payer de sa poche. Et tous ces organismes, enfin là... on a cette année l'exemple de 2 étudiantes qui ont presque 40 ans et qu'on a pu recevoir, et elles sont financées par une par l'AFDAS, l'autre par le Pôle emploi. Après il y a des montages aussi qui se font avec selon l'âge aussi, il y a des comptes CPF. Enfin voilà, et parfois, alors moi je le dis parce que en bonne intermittente que j'ai été pendant bien longtemps, je ne savais pas que j'avais un compte CPF. Non mais on ne le sait. Ça n'existait pas à l'époque. Non mais merci, je suis pas toute jeune. Mais vous avez tous un compte CPF et des droits à la formation, et ça vous donne vraiment accès à la formation. Et c'est vrai, je rejoins peut-être le fait que... alors, nous, mais on n'est pas si en avance que ça maintenant, parfois on est un peu en retard, mais dans cette licence danse, oui, nous on a vraiment, puis là la nouvelle maquette a été retravaillée de façon à ce que les étudiants, et pas qu'en danse, les étudiants en général, aient une plus grande connaissance, pas que de l'intermittence, mais une plus grande connaissance du monde professionnel. Et parce que, et je vais être un peu dure, mais moi ces dernières années, j'entendais que l'intermittence, je veux être intermittent. Et je veux être intermittent, et j'avais l'impression qu'être intermittent c'était un métier.
Non mais je le dis parce que c'est vraiment une réalité de nos étudiants. Et à un moment donné, on s'est questionné. Là, au changement de maquette, moi j'ai demandé en tout cas à des chargés de cours à l'université, je leur ai dit qui veut bien prendre en charge, même si c'est pas... Voilà, on ne va pas isoler pendant toute l'année, etc. Mais au moins un pool d'heures de façon à ce qu'on puisse mettre les pieds dans cette intermittence. Parce que quand j'entends, et puis vous êtes, je pense, tout jeunes tous les deux, il y a une vraie réalité. Et la réalité, vous avez aussi, vous avez l'envie de vous former. Mais vous avez aussi l'envie de cachetonner, de boucler vos 507 heures, de faire connaître votre compagnie et tout ça. Et ça... mentalement, enfin vraiment, psychologiquement, ça prend. Enfin, je pose des mots simples, mais ça prend la tête. Ça prend la tête parce que on est en éternel. C'est un éternel questionnement que de se dire est-ce que je vais boucler cette année, est-ce que cette année mes heures vont être nécessaires, etc., jusqu'à ce que votre compagnie soit avec une meilleure visibilité, etc. Mais tant que le démarrage est là et l'envie de se former, et parfois on a aussi l'envie de se former, mais le fait que voilà, on est pris dans cette activité, des fois ça ne permet pas toujours d'être disponible à pouvoir accéder à une formation, même si cette formation venait vers vous. Enfin, je le dis parce que c'est quelque chose que en tout cas moi au PESMD, j'essaye d'avoir comme discussion, comme conversation avec les étudiants. C'est une conversation que j'ai parce que je suis chargée de cours à Bordeaux 3, j'ai les masters en art du spectacle 1 et 2, et je pose ces questions. Parce que j'aimerais savoir, parce qu'en master, on a parfois des étudiants qui ont 40, 45 ans. Cette année, j'ai une dame qui a presque 60 ans. Je trouve ça super, ils reviennent, ils ont envie. Mais c'est toujours une éternelle question. On a envie de la formation et en même temps, on démarre et vous êtes pris aussi dans un cercle vertueux qui fait aussi que parfois, on n'est pas toujours disponible.